tous. Je suis avec Serge Marquis. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas, merci Euh, de m'accueillir chez vous. Merci beaucoup. Bienvenue sur notre voilà lesintelligences.com. Vous avez écrit le livre On est foutu, on pense trop. Comment se libérer? Euh, Justement la question, le livre qui s'est vendu en centaines et milliers d'exemplaires. Euh, le fameux hamster, le pensouillard qui est en nous. Ouais. Euh, on va en parler justement sur les points clés de ce livre et puis quel est le message que vous voulez transmettre. Mm. Ce livre que vous avez écrit il y a déjà quelques années. Avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous découvrent maintenant, vous présenter succinctement et puis nous raconter aussi pourquoi vous avez écrit ce livre. Alors, je pratique la médecine depuis au-delà de 30 ans maintenant. J'ai consacré ma vie à accompagner des personnes qui vivaient de la détresse psychologique dans l'espace de travail, qui ne fonctionnaient plus. Et mon travail consistait à les accompagner dans un retour au travail. Parfois, c'était le même, parfois un autre, mais que ces personnes-là puissent travailler à nouveau. Alors, j'essaie de comprendre, bien sûr, pendant toutes ces années, pourquoi elles ne fonctionnaient plus au travail, pourquoi elles étaient passées d'un enthousiasme, j'appelle ça même d'une flamme, d'une passion qui les allumait au début de leur travail, de leur carrière, à une flamme presque éteinte au moment où elles arrivaient dans mon bureau. Et essayer de voir comment elles pouvaient retrouver la flamme. C'est ça qui est important. Donc, j'ai essayé de comprendre ça parce que je me disais, c'est quand même inquiétant chez plein de gens, par exemple les enseignants, les enseignantes, chez qui la flamme est éteinte dans les yeux de 30 bouts de chou qui les regardent. Ou c'est très inquiétant des soignants ou des soignantes chez qui la flamme est éteinte dans les yeux des personnes soignées. Et c'est vrai aussi dans plein d'entreprises pour les clientèles qui ont à faire face à des gens chez qui la flamme est éteinte. Donc, la grande question était comment garder cette flamme allumée, permettre à des gens d'avoir le sentiment de tirer le maximum de ces heures qu'on consacre au cours de notre vie au travail, afin d'avoir l'impression qu'elles ont un sens et qu'on a l'impression de se sentir pleinement vivant dans cet espace-là. Alors voilà, j'ai donné depuis quelques années, ça m'a amené à donner des conférences un peu partout sur le sujet et à écrire des bouquins pour essayer de transmettre le message, si vous voulez. Alors voilà. D'accord. Donc, vous habitez à Québec. Oui, j'habite le Québec, une petite ville qui s'appelle Longueuil, en banlieue de Montréal. Alors, mais je voyage aussi beaucoup en Europe, en France maintenant. Il y a ma fille qui habite Toulouse d'ailleurs. D'accord. Alors, je passe beaucoup de temps là-bas. Je commence à connaître assez bien cette région de la France, Il y a beaucoup de région que culture j'aime. aussi. Ah, j'adore Toulouse, sincèrement. Je ne joue pas du violon, là. J'adore cette ville et j'adore toute la région. Et bien sûr, ça m'amène à aller aussi à Paris pour rencontrer des gens au sujet des livres, des bouquins et pour donner des conférences aussi. Alors voilà. Ok, alors on est vraiment foutu parce qu'on pense trop. C'est-à-dire que pour être plus juste, c'est qu'on pense mal. Il y a un paquet de pensées qui ne conduisent nulle part. De là, l'image du hamster. En fait, c'est le but de tout le travail, c'est au niveau du livre, mais aussi à l'extérieur du livre. Le but de tout le travail, c'est de permettre à des gens de développer ce que j'appelle une forme de vigilance pour prendre conscience des moments où nos pensées conduisent nulle part, comme le hamster qui court dans sa roue et qui n'avance pas, versus comment ramener l'attention vers des pensées qui, elles, conduisent quelque part, c'est-à-dire des pensées pleines de créativité, des pensées avec des solutions à des difficultés qu'on traverse. Quand on est dans le hamster, on est la plupart du temps dans des peurs qui concernent, entre autres, notre ego, c'est-à-dire des représentations qu'on a de soi-même. C'est très important ici d'amener un principe. Il est au cœur de tout le livre, ce principe-là. C'est qu'à notre époque, le cerveau là, on parle de cette structure organique qu'est le cerveau. Mhm.
ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego et déclenche exactement la même réaction, c'est-à-dire une réaction de stress pour assurer la survie. Il y a quelques millions d'années, quand on marchait dans la plaine et qu'on rencontrait un fauve, cette réaction de stress était une réaction extraordinaire parce qu'elle mettait le corps en mode lutte ou en mode fuite. Parfois, on figeait là, pour se cacher, se camoufler, en espérant que le vent soit du bon côté pour ne pas amener les odeurs dans les narines du prédateur. Mais grosso modo, c'était la lutte ou la fuite. Et ça a permis d'assurer la survie. Quand on entendait un rugissement, le cerveau sécrétait les hormones permettant de lutter ou de fuir. Aujourd'hui, il suffit qu'on ait la perception qu'une représentation qu'on a de soi-même, quelque chose qui est lié à notre image, soit menacée, pour que le cerveau déclenche exactement la même réaction de lutte ou de fuite. Dans l'espace de travail, c'est très important. Si on travaille sur un dossier, sur un projet, qu'on soumet ce projet, par exemple, à un comité et que des gens se mettent à critiquer le projet, se mettent à, en quelque part, nous donner l'impression que le projet est attaqué, à ce moment-là, on va avoir envie de lutter ou de fuir. Et ça va avoir des conséquences majeures par rapport à notre travail et aux relations qu'on entretient avec l'équipe dont on fait partie. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'être conscient de ces pensées inutiles ou d'essayer de trouver ce qui pourrait être utile à l'intérieur de ces pensées. Si j'ai une pensée du genre « je ne serai jamais capable »,« j'en ai trop »,« j'y arriverai pas », ou même collectivement « on n'y arrivera jamais », mais dans ces pensées-là, il y a du matériel sur lequel je peux déjà travailler. Si j'ai l'impression que j'y arriverai pas et que je ne reste qu'avec cette pensée-là dans ma tête, je vais avoir envie de fuir ou je vais avoir envie d'attaquer les personnes que je rends responsables du fait que j'ai l'impression de ne pas arriver. Alors que si je transforme cette pensée-là en une pensée utile, OK, j'ai l'impression de ne pas y arriver, là. Mais qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver ce qui pourrait me permettre de sentir que je pourrais y arriver? Ou de réaliser qu'effectivement, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible, puis de mettre mon énergie ailleurs. Voyez-vous, là, rapidement, un portrait Oui, tout de... à fait, tout à fait. En fait, comment dire, vous présentez aussi dans le livre dans le scénario de que quelqu'un, je me réveille et puis je vais aux toilettes, il n'y a pas de papier. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Ça me fait penser justement, pourquoi moi? Il y a d'ailleurs des programmes à la télé comme ça. Il y a un programme qui s'appelle Pourquoi moi? Donc, c'est une victimisation quelque part, je suis en mode victime et en me posant des questions, pourquoi moi, pourquoi ça arrive qu'à moi, etc., etc. Eh ben, justement, en fait, je jette pas mon mental du tout. Non. Pourquoi moi, là, avec rien qui suit, là, c'est totalement inutile. Pourquoi moi? C'est une question à laquelle il doit commencer à y avoir une suite des réponses. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Là, c'est vraiment une question liée à une dynamique de notre ego. Mon pauvre moi, j'ai adopté l'identité du pauvre moi, la pauvre victime, et les autres sont tous responsables de mes maux, etc. Si ce n'est que ce type de pensée que j'entretiens, ça conduit nulle part. C'est là que ça devient pervers, même destructeur quelque part. Alors que si je développe la vigilance nécessaire pour aller chercher dans ce pourquoi moi, ce qui pourrait m'amener progressivement à faire l'inventaire des pistes d'action possibles. Parce que pourquoi moi, il y a quelque chose à l'intérieur de cette phrase-là qui est lié à quelque chose que je viens de vivre, que j'ai l'impression de subir. Alors dans ça, il y a du matériel, c'est pour ça qu'il faut que je m'arrête, il y a du matériel où je peux sortir mon attention, c'est très important cette phrase-là, je peux sortir mon attention du pourquoi moi et l'amener sur le matériel dont j'ai besoin pour essayer de transformer cette situation-là. Donc,
faire l'inventaire de ce que j'appelle les pistes d'action possibles. Il y a une situation qui m'amène à croire que je suis victime. OK, qu'est-ce qui, dans cette situation, pourrait être transformé si j'agis, si je pose? Là, j'ai à utiliser ma créativité. Donc, l'idée, c'est de faire passer l'attention du scénario élaboré par l'ego à la créativité, à l'intelligence. Comment bien utiliser mon intelligence plutôt que de la laisser ou être happé, je répète, là, que de la laisser être happée par la dimension identitaire du pourquoi moi. Alors, et ça, je peux m'entraîner littéralement là, à le faire, à développer cette capacité qui s'appelle la vigilance. Et cette capacité me permet d'identifier où est mon attention. Est-ce qu'elle est happée par... Parce que ça, c'est très, très important. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Est-ce qu'elle est happée par les scénarios que construit mon ego ou si elle est dans l'espace de créativité qui me permet de faire l'inventaire des pistes d'action possibles. Et ça, je m'entraîne dans toutes sortes de situations qui peuvent paraître banales et qui font partie de mon quotidien. Si je me lève le matin et qu'effectivement, la dernière personne qui a utilisé la salle de toilette a utilisé la dernière feuille de papier sur le rouleau et que mon cerveau part en train d'accuser cette personne-là, on ne pense jamais à moi ici, c'est toujours moi qui me ramasse avec des situations comme ça. Si je me suis entraîné, je peux me rendre compte que je peux amener mon attention sur, OK, regarde là, il y en a dans l'armoire, je peux aller en chercher un dans l'armoire, passer à l'action et le placer au bon endroit, cesser l'activité liée au scénario victimisation, au scénario de l'ego, et entrer dans un univers où j'ai l'impression d'avoir du pouvoir sur ma vie. Ne plus laisser le pouvoir être happé par l'ego, récupérer mon pouvoir sur ma vie en étant en mesure de faire l'inventaire des pistes d'action et en agissant. Il n'y a pas seulement l'inventaire des pistes d'action, il y a aussi le passage à l'action. J'espère que je suis clair quand je vous raconte ça. En fait, ça me parle énormément. D'ailleurs, par exemple, je me rends compte que c'est une question d'habitude aussi. Prendre Oui, l'habitude. Il y a des gens qui prennent l'habitude d'être victimes, en fait. Et bon, là, on peut tomber facilement dans le fameux triangle de Cartman, oui, etc. Moi, ça m'a fait penser personnellement une histoire que j'ai vécu, une histoire assez forte pendant Dernièrement, j'étais au championnat mondial de lecture rapide à Pékin, en Chine. C'était en décembre. Euh, Juste avant coronavirus, j'ai eu la chance. Mais ça, c'est entre parenthèses. Et justement, il y avait une grosse boulette de la part des organisateurs qui ont fait une grosse boulette pour calculer en fait les résultats pour la lecture rapide. On s'est rendu compte que comme il y avait des livres en plusieurs langues, ben, c'était pas les mêmes conditions pour noter les personnes en chinois ou en français. oh là là. Euh, donc, en fait, au moment où je me suis rendu compte que j'étais dans l'équipe des arbitres, je me suis rendu compte que c'est très mal. On va devoir trouver tout de suite une nouvelle solution. J'ai orienté tout de suite mon cerveau Ouais, dans la recherche de solutions, ouais, tandis qu'encore à table, il y avait encore des arbitres, notamment un qui était en mode victime. ouais. Et il commençait à faire du lament et ça a duré, je crois, il a mis, 5 à 10 minutes pour faire de la victimisation. Alors que de toute façon, c'était, comme on dit en Pologne, le lait, il s'est déjà renversé. C'était Ouais, de revenir en arrière. Il fallait trouver des solutions ouais, parce qu'il fallait faire avancer, il fallait trouver. On en a trouvé finalement, ouais. mais en fait, ça me fait penser justement à ça parce que, voilà, à ce moment-là, c'était très fort. Et justement, en plus, une personne avec un ego très fort,
Justement, comment faire là? Ben, il y a tout un travail là. Il faudrait comprendre, parce que bon, on vient de parler du scénario de victime, il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut comprendre quelle est la dynamique de l'ego. Si le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego, il faut comprendre ce qu'est l'ego. Il faut comprendre d'où il vient, comment il se construit, etc. Et l'ego, en ce qui me concerne, je le compare maintenant dans ma vie à un oignon. Pour essayer de bien faire comprendre. Il est le résultat d'un processus qui nous habite tous et toutes, qu'on a appelé le processus d'identification. Carl Jung a appelé ça le processus d'identification. Bien d'autres personnes ont appelé ça le processus d'identification. C'est un processus qui apparaît très tôt dans notre tête. On ne sait pas exactement à quel âge, mais très, très tôt. Et qui fait qu'on commence à construire ce que j'appelle les pelures identitaires. Les pelures qui vont structurer éventuellement l'oignon. Et ce processus d'identification construit des pelures identitaires dans plusieurs sphères. Il serait apparu en cours d'évolution chez l'être humain à une époque où on s'est identifié à son territoire, donc à ce qu'on possédait. Et tout ce qui était perçu comme une menace à son territoire n'était pas uniquement perçu comme une menace à ce qui nous permettait de survivre, c'est-à-dire l'espace où on pouvait trouver de la nourriture, de quoi boire, bon, etc., mais était aussi a commencé à être le cerveau a commencé à réagir à une perception d'une menace, à cette identification qu'on avait à cet espace qui nous distinguait des autres, de ceux qui n'avaient pas de cet espace-là. Autrement dit, c'est devenu dans le cerveau, je suis mon territoire. Première pelure identitaire. Je suis ce que je possède. C'est très important parce que dès que le cerveau perçoit une attaque à quelque chose auquel on s'est identifié, donc un objet qu'on possède, et réagit en mode lutte ou en mode fuite. Je donne toujours l'exemple, je suis dans une boutique pour acheter un vêtement et je suis devant la glace pour essayer le vêtement. Et la personne qui essaie de me vendre le vêtement, inconsciemment probablement, active le processus d'identification avec une petite phrase très, très simple, qui est la suivante. Mais c'est tout à fait vous, ça. Et cette petite phrase fait immédiatement réagir mon cerveau, parce que ça devient une pelure identitaire. Mon cerveau dit, vous trouvez? Et là, la personne ajoute, encore une fois, des phrases qui activent le processus d'identification en disant, c'est votre palette de couleurs, c'est votre style, et elle finit par une phrase qui enfonce le clou, qui est la suivante, on n'en a qu'un à votre taille. Et immédiatement, le cerveau fait, ah, si j'achète ce vêtement, il va me distinguer de toutes les personnes qui m'entourent. Il va me rendre unique, spécial. Cependant, apparaît une pelure identitaire, je suis mon vêtement. On rentre à la maison. Les personnes qu'on aime le plus au monde nous regardent et nous disent, mais qu'est-ce qui t'a pris? Combien ça t'a coûté? Est-ce que tu t'es bien regardé? Ces commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement, mais à propos de ce que nous sommes, parce qu'on s'est identifié au vêtement. Et ça déclenche la réaction lutte ou fuite, bande d'ignards, vous ne connaissez rien à la mode, etc., etc., etc. Alors, c'est très important parce que tout ça se passe en une fraction de seconde. De là l'importance de développer la vigilance qui nous permet de distinguer toutes les pelures identitaires de ce que nous sommes vraiment. On va y revenir. Parce que la deuxième pelure identitaire qui est très importante à notre époque, c'est l'identification à ce que nous faisons. Et dans l'espace de travail, aujourd'hui, à cause de la place qu'a pris la performance, l'excellence, qu'ont pris ces valeurs sociales, beaucoup de personnes ont fait de l'espace de travail un espace de construction identitaire. Nous sommes devenus ce que nous faisons. Et dès qu'il y a une attaque à propos de ce que nous faisons, c'est perçu comme une attaque à propos de ce que nous sommes. Et c'est à ce moment-là, encore une fois, que le cerveau réagit en mode lutte ou en mode fuite. Moi, je raconte un exemple personnel. C'est toujours un peu émouvant quand je raconte ça, mais mon père, à l'âge de 56 ans, a été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus dans l'endroit où il travaillait, mercredi après-midi à 16 heures. On leur a dit, vous partez dans 2 jours. On leur a donné un crayon et une année de salaire.
Mon père avait 56 ans, n'avait jamais été malade de sa vie. 3 mois plus tard, au cours d'un souper de famille, je me suis retourné vers lui. Il tremblait, il transpirait, il était pâle et il m'a dit « Je ne vais vraiment pas bien ». J'ai pris son pouls, il avait un rythme cardiaque très irrégulier. Je l'ai conduit aux urgences, il a été soigné. Et l'image que je n'ai jamais oubliée, il était assis sur une civière dans sa petite chemise d'hôpital, il a pris ma main, puis il m'a dit « Tu sais, je suis devenu un déchet social ». Cette phrase m'a frappé en plein front, comme un coup de massue. Je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il était tellement identifié à son travail que, ayant perdu son travail, je suis mon travail, j'ai perdu mon travail, je ne suis plus, je n'existe plus. Il a dû développer la vigilance nécessaire pour découvrir qu'il n'était pas son travail. De la même façon, ça c'est une deuxième penurie identitaire. La première étant, on s'identifie à ce qu'on possède. La deuxième, on s'identifie à ce que nous faisons. Puis il y en a plusieurs comme ça. On s'identifie, troisième penurie identitaire, aux opinions qu'on a, aux idées qu'on a. Dans l'espace de travail, c'est très important. Parce que dès qu'une opinion est remise en question par un collègue, une collègue, un patron, peu importe, le cerveau, si on s'est identifié à l'opinion, ne fait plus la distinction entre l'opinion et l'être et perçoit ça comme une attaque à l'être, donc entre en mode lutte et en mode fuite, de là l'apparition de plusieurs conflits dans l'espace de travail en lien avec la perception d'une menace à l'identité. Bon, la même chose pour l'apparence. C'est important chez les jeunes aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On s'identifie à la photo qu'on va poster sur Facebook. Et s'il y a des commentaires négatifs à propos de la photo, ben, malheureusement, ils sont perçus comme des commentaires négatifs à propos de l'être. Et il y a eu même des épidémies de tentatives de suicide chez les jeunes à cause de ça, à cause de cette confusion, encore une fois, là, entre la penurie identitaire et ce que nous sommes. Et c'est vrai aussi pour un paquet d'autres penuries identitaires. Donc, c'est très important parce que le hamster, en fait, ce mental, le cerveau dit, une personne qui travaille ici sur le stress au Québec qui s'appelle Sonia Lupien. Sonia Lupien dit que le cerveau est un détecteur de menaces. Donc, il va constamment être à l'affût de toutes les menaces aux pelures identitaires, à ce à quoi on s'est identifié. C'est pour ça que c'est très important de devenir vigilant et vigilante parce que, autrement, l'activité mentale va être consacrée à attaquer ou à trouver des moyens de fuir, à se désengager, plutôt que d'être disponible pour créer, concevoir, bâtir des liens, entretenir les liens, etc., etc. Alors, de là l'importance de s'entraîner constamment. Dans des petites choses simples de la vie, si je suis en train de laver la vaisselle et que ma conjointe arrive du travail, et c'est un exemple très concret que j'ai vécu, et qu'elle me dit, alors que je verse une goutte de savon sur une assiette, qu'elle me dit « Tu mets beaucoup trop de savon », ben, mon cerveau va entrer en mode lutte ou en mode fuite. À l'intérieur de ma tête, le hamster va commencer à courir et va dire qu'est-ce qu'elle en sait, elle, la quantité de savon à mettre. Est-ce qu'elle a un doctorat en savon, elle, etc. Et ça, c'est... Il a envie de lutter à ce moment-là ou de fuir. La lutte pourrait se manifester en verbalisant ce qu'il y a dans ma tête. Qu'est-ce que tu en sais de la quantité de savon à mettre? Est-ce que tu as un doctorat en savon, toi? Ça, c'est l'attaque. Oui. Ou la fuite. Ou c'est la fuite. Fais-la toi-même ta fichue vaisselle. Ça, c'est la fuite. Et ça crée bien sûr une tension et un conflit entre les deux personnes. Et on passe une soirée d'enfer à ruminer ça dans nos têtes. Elle ne comprend jamais quand je parle. Bon, l'inverse, qu'est-ce que ça va lui prendre pour qu'il m'écoute? Bon, blablabla. Alors que si on s'est entraîné et qu'on a développé la vigilance, on va pouvoir se rendre compte du moment où le hamster commence à courir et ramener son attention, c'est très important, dans le présent. Par exemple, sur la saleté qui disparaît de l'assiette et de la propreté qui apparaît, pour calmer l'état de lutte ou de fuite et entrer dans un mode de communication avec l'autre. Parce qu'en état de lutte ou de fuite, on ne peut pas communiquer. Quand on a apaisé cet état-là, on peut entrer dans ce que Jacques Salomé appelait l'espace relationnel. Ça donne ceci. Ma chérie, est-ce qu'on pourrait parler de la journée que tu as vécue? Est-ce que ce serait possible?
c'est exactement ce qui s'est passé. Là. Je relate des faits. Et la réponse qui a été obtenue a été, je suis désolé, j'ai eu une journée d'enfer. Oui, ce serait agréable pour moi d'en parler. Ça change toute la soirée. Imaginez ce qui se passe dans l'espace de travail. Quand on s'est constamment identifié à ce qu'on fabriquait, à ce qu'on concevait, le projet sur lequel on travaille, le dossier qu'on présente, dès qu'il y a une opinion d'émise qui peut être perçue comme une attaque et qu'elle est perçue comme une attaque à notre être, on n'a plus notre créativité disponible pour aller dans l'espace relationnel et tirer profit des idées de l'autre et de nos idées à nous en les mettant en commun pour construire un projet en équipe. Plutôt que d'avoir envie de se réfugier tout seul dans son bureau, bon, ils ne comprendront jamais rien, bande d'ignards, d'incultes, etc. Et accuser les autres constamment de le fait de ne pas comprendre, ou encore entrer dans le scénario de la victime aussi, je ne serai jamais capable d'y arriver, etc. Et de ne plus être dans ce qui permettrait au projet d'avancer et de donner un sens au travail qu'on fait. Ça me fait penser en fait à justement ce mode de cerveau. Il y a Roberto Cialdini dans son livre Influence et manipulation, il parle de clic vrai. Clic vrai, c'est tout de suite le cerveau en fait cherche des raccourcis. Oui. Des raccourcis. Et là, le ego, finalement, oui, quand vous avez dit dans les temps, il y a des centaines, milliers d'années, ça nous aidait. Aujourd'hui, ça nous dessert. Et justement, j'ai noté deux choses pendant que vous parliez. Euh, une première, c'est justement s'attaquer, enfin, c'est pas s'attaquer, mais c'est parler ou dénoncer un comportement et pas la personne, et vraiment souligner ça, ça peut apaiser des tensions. Dire un comportement comme ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas admettre ici, mais ce n'est pas pour toi, c'est toutes les personnes qui font ce comportement. Ce comportement, ce n'est pas toi. Par exemple, si on dit aux enfants ou même aux adultes, c'est quelque chose que j'ai vu passer. Mais après, j'ai une petite, juste pour terminer cette question de ego, une fois un médecin, un brillant médecin m'a dit, euh, tu sais, parmi les médecins, il y en a plein qui sont cons. Et il voulait dire, il parlait de ego. Il y en a plein qui ont un ego qui est hyper développé et puis ça bloque en fait les avancées, à travailler ensemble, à développer des choses, à faire avancer la médecine. Est-ce que, parce que vous êtes médecin, est-ce que, et en plus, l'ego, c'est votre domaine d'expertise, est-ce que vous observez ça? Chez tous les êtres humains, pas juste les médecins. Bon, il y a peut-être le piège est peut-être grand chez certains médecins parce que très tôt, ils reçoivent toutes sortes de messages pendant leur formation à l'effet que c'est pas facile de faire ça, d'apprendre ça. Donc, ils sont déjà exceptionnels d'avoir été admis à la faculté de médecine et parce qu'ils sont exceptionnels et que c'est difficile de traverser tout ça. Ils sont uniques, etc. Il y a une construction, malgré eux, de là l'importance de la vigilance, d'une pelure identitaire médecin qui devient très forte et qui peut se sentir constamment menacé, attaqué, ils se mettent à se comparer aux autres, etc., etc., de sorte que leur créativité peut ne plus être disponible effectivement pour faire avancer la science dans le partage des connaissances. Un des pièges de l'écho, c'est de retenir des informations, c'est de retenir des connaissances pour demeurer unique, spécial, extraordinaire parce qu'il n'y a personne d'autre dans les mêmes connaissances que moi. C'est elle qui me distingue des autres. Et à ce moment-là, je ne suis plus dans le partage des connaissances pour faire avancer la science, uniquement parce que j'ai gardé les connaissances au profit de mon égo. Et c'est ça qui doit faire partie de l'évolution de chaque être humain, de prendre conscience que nous ne sommes pas ces pelures identitaires, que nous consacrons un temps fou à défendre et à protéger, plutôt que d'aller dans ce que nous sommes vraiment. Et ça, on peut y aller, on peut déjà essayer de commencer à regarder ce que nous sommes vraiment, qui nous permet d'entrer dans l'interconnexion, dans le travail d'équipe, dans l'espace de travail. C'est tellement fondamental à notre époque de réaliser puisqu'on utilise surtout nos têtes
pour travailler aujourd'hui, alors qu'on utilisait surtout nos corps il y a à peine 100 ans, puisqu'on utilise surtout nos têtes, c'est dans le partage des connaissances qu'on va faire évoluer les choses au service de la planète, au service de l'espèce humaine, au service de la vie. Alors, c'est super important. Alors, si nous ne sommes pas les pelures identitaires qui constituent l'ego, que sommes-nous? Et cette phrase-là est très importante, la phrase qui va suivre. C'est une phrase qui vient d'une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, qui est une psychologue française, qui a travaillé dans les unités de soins de fin de vie, dans les soins palliatifs, et qui un jour en conférence a dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais ». Moi, cette phrase-là a changé ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis demandé « Mais qu'est-ce qui en moi ne vieillit jamais ?» Et il y a une espèce de modèle qui est apparu dans mon humble tête, une espèce de modèle qui ressemble à un atome. Le noyau de l'atome, ce qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça ne vieillit jamais. Aux unités de soins de fin de vie, il y a des personnes qui, 2 jours avant de mourir, vont être présents ou présentes aux personnes qui les entourent. Ne seront plus en train de défendre des pelures identitaires, ne seront plus en train de défendre une opinion politique à 2 jours de leur mort ou une marque de voiture à 2 jours de leur mort, parce qu'ils ont conduit cette voiture-là toute leur vie, étant donné que cette marque de voiture-là était devenue une identité, bon, etc. Non, ils vont être dans la présence. Et ce noyau de l'atome, qui est la capacité d'être présent, est au cœur de paquets d'autres capacités qui forment, si vous voulez, les électrons là, de l'atome, qui, elles non plus, ne vieilliront jamais. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais, ça. Aux soins palliatifs, il y a encore des personnes qui expriment leur amour aux gens qui les entourent. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de créer. Il y a des gens aux soins palliatifs qui vont demander un crayon pour dessiner dans les derniers jours de leur vie, pour écrire, etc. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de s'émerveiller. Ça ne vieillit jamais, ça. Il y a des gens aux soins palliatifs que j'ai vus s'émerveiller dans des situations où on leur a amené un enfant, un petit enfant, etc., etc. Donc, la capacité de s'émerveiller était intacte. La capacité d'apprendre ne vieillit jamais. On peut apprendre toute sa vie. Moi, je crois qu'on apprend même, évidemment, à vieillir, qu'on apprend même à mourir, etc., encore dans les dernières heures. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de savourer. Il y a une femme qui m'a raconté que son père était aux soins palliatifs avec un cancer du tube digestif et qu'il ne pouvait plus rien absorber par la bouche, il était nourri par les veines. Et elle et sa mère ont décidé de préparer les biscuits qu'il aimait beaucoup. On lui a posé quelques grains sur sa langue et il a fait ceci. Encore. Donc, il savourait encore dans les dernières heures de sa vie. Alors, notre grand défi, c'est de constater qu'une grande partie de notre vie est consacrée à défendre des pelures identitaires, un souci d'être unique, spécial, parfait, toujours une image de perfection, et qu'on passe à côté de ce que nous sommes vraiment. Et que l'enjeu, c'est de ramener l'attention dans ce que nous sommes vraiment. Par exemple, si j'ai vécu une journée difficile, que j'ai présenté un projet dans une équipe de travail, qu'il a été critiqué, qu'on ne l'a pas accueilli avec enthousiasme, et que le soir, je suis dans mon lit, en train de remettre en question ma valeur, je ne sais pas ce qu'il faut, etc. Alors, il y a 2 choses que je peux faire très concrètes. La première, c'est d'amener mon attention sur ce qui en moi ne vieillit jamais et de me poser des questions aussi concrètes que est-ce que ma capacité d'être présent est menacée? Non. Est-ce que ma capacité de créer est menacée? Me poser ces questions-là. Là. Non. Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée? Non. Plus j'amène mon attention dans ces endroits-là, plus je récupère ce que je suis. Et ça me permet d'aller dans ma capacité de créer et de tirer une leçon de la réunion à laquelle j'ai assisté. OK, le projet a été critiqué. Maintenant, quelle leçon je tire de cette situation-là? Au lieu de vouloir défendre ma pelure identitaire en attaquant tous les collègues autour de la table, dans ma tête, le soir, couché dans mon lit, j'amène mon attention sur déjà, OK, comment je pourrais représenter le dossier autrement maintenant? Quelle correction pourrais-je faire? Quel genre d'aide je peux aller chercher? Quel genre de soutien je peux aller chercher? Auprès de qui? Ça, c'est concret. Et là, apaiser le hamster qui est en train d'essayer de protéger une pelure identitaire inutilement,
et d'amener l'attention vers la créativité pour retrouver le sens de ce que je fais. Donc justement, ce sont des astuces pour apaiser notre ego, Oui, tout simplement. exact. Mhm. Absolument. C'est exactement ça. Ça, c'est une phrase très importante. C'est apaiser l'ego dans sa peur de disparaître. Parce que l'émotion qui est au cœur de l'activité de l'ego, donc de l'activité du hamster, l'activité du mental, qui essaie toujours qui est toujours à l'affût des menaces à l'ego, c'est la peur. L'émotion qui est au cœur de cette activité-là, c'est la peur de disparaître, de ne pas être quelqu'un à travers toutes les pelures identitaires qu'on essaie de défendre, parce elles nous donnent l'illusion qu'on est quelqu'un. Le travail qu'on fait nous donne l'illusion qu'on est quelqu'un parce qu'il y a des gens qui reconnaissent ce qu'on fait, bon, etc. La voiture qu'on conduit nous donne l'illusion qu'on est quelqu'un parce qu'on conduit cette marque de voiture. Mhm. Alors donc, on est toujours en train d'essayer d'avoir peur que toutes ces pelures identitaires qui nous donnent le sentiment d'être quelqu'un disparaissent. Donc, la peur de disparaître, alors qu'il y a quelque chose en nous qui ne pourra jamais disparaître. Qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Alors, et c'est l'enjeu, c'est de développer la vigilance qui nous permet de ramener notre attention, bang, aussi concrètement, je vous assure là, que est-ce que ma capacité d'être présent est menacée? Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée? J'ai vu des gens en consultation, là, ils venaient parce qu'elles étaient soi-disant en burn-out. Puis je les écoutais, puis au bout de 2-3 minutes, je me rendais compte qu'elles venaient de vivre une rupture, qu'elles n'étaient pas en burn-out, qu'elles étaient en rupture amoureuse. Mais elles avaient l'impression que la personne qui les avait quittées était partie avec leur capacité d'aimer, qu'elles ne seraient plus jamais capables d'aimer de leur vie. Et là, en échangeant ensemble, elles finissaient par découvrir que personne ne pouvait leur voler leur capacité d'aimer, que ça restait intact à l'intérieur d'eux ou d'elles, et qu'elles pourraient aimer à nouveau. Et quand elles constataient ça, là, mais clairement, là, en se le disant dans leur tête, mais voyons donc, je suis encore capable d'aimer, dès qu'elles prononçaient cette phrase-là, quelque chose se transformait en elles. Elles savaient qu'elles pourraient à nouveau aller vers des relations et ne plus être dans la peur d'avoir perdu cette capacité à l'intérieur d'eux ou d'elles. Vous proposez aussi beaucoup d'exercices hein, dans le livre. Il y a une chose, une des étapes dans le troisième chapitre qui m'a beaucoup parlé, c'est apprendre à respirer par le nez. Oui, tout Euh, à fait. Parce Pourquoi apprendre à respirer par le nez? c'est une expression qu'on utilise ici beaucoup pour aider quelqu'un à se calmer. Quand quelqu'un est agité, on lui dit hey, respire par le nez. Au fond, il y a une sagesse à l'intérieur de ça. C'est quand quelqu'un est agité, son attention nécessairement est dans la course du hamster. Et comme l'attention, c'est très important, l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Si j'apprends à amener mon attention sur quelque chose de très concret, comme la sensation du souffle qui traverse mes narines là, et qui gonfle mon abdomen. Si je ne fais qu'amener mon attention là, je débranche la roue du hamster. J'entre dans la vigilance qui, elle, me permet de déterminer ce qui faisait peur au hamster, qui, elle, me permet de faire l'inventaire des pistes d'action possibles. Mais il y a le passage par l'apaisement du hamster pour tirer des leçons de sa course. J'espère que je suis clair encore une Oui, fois. oui, tout à fait. En fait, je vous en parle aussi parce que euh, moi, par exemple, je me suis formé aussi aux méthodes de professeur Bouteiko, qui, lui, peut-être, c'est un professeur russe. Il est OK. déjà décédé il y a quelques années. Mais justement, c'était la respiration par le nez. Lui préconisait ça. Et aussi pour la récupération, même, il préconisait tout simplement de scotcher la bouche. Et puis, pour la nuit, même pour dormir, pour utiliser justement le nez pour apaiser le corps et puis pour permettre au corps de récupérer d'une manière beaucoup plus efficace. Je ne connaissais pas ce professeur-là. C'est intéressant. Ce que je crois profondément, là, c'est que tout est dans la dynamique de l'attention. C'est-à-dire, si j'arrive à ramener mon attention complètement sur la sensation du souffle qui traverse mes narines,
elle n'est plus dans l'agitation du hamster et elle devient disponible pour la créativité. Encore une fois, c'est subtil, mais c'est là qu'est l'entraînement nécessaire. Toute la méditation pleine conscience dont Oui, on parle beaucoup actuellement, ça consiste à ça. Puis il y a des gens qui disent ah, j'ai jamais le temps de méditer 15 minutes, 20 minutes, etc. par jour. Je réponds à ce moment-là comme un médecin américain dont j'admire beaucoup les travaux, qui s'appelle Richard Moss, répondait. Richard Moss disait, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. C'est très intéressant parce que pour être capable d'écouter vraiment une autre personne, il faut que toute mon attention soit sur l'autre personne. Et je peux constater pendant qu'une personne me parle que mon attention n'est plus sur ce qu'elle me dit, mais plutôt sur les jugements que je porte à propos de ce qu'elle dit. Si je me rends compte de ça, je suis en train de méditer parce que j'observe où est mon attention. Et si je la ramène sur ce qu'elle est en train de dire, à ce moment-là, je fais un pas de géant parce que je déjoue la mécanique liée aux peurs collégaux d'être attaqué, etc., etc., etc. Et c'est ça que je vise comme objectif, de déjouer cette mécanique-là pour entrer pleinement dans mon potentiel. ah, vous parlez aussi d'un autre exercice qui consiste à arrêter de se faire des films du cinéma. Oui, 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 oui. Ouais. C'est-à-dire en prendre conscience. Je me fais un cinéma catastrophe, épouvantable, puis jamais personne ne va m'aimer dans ma vie, j'aurai plus jamais d'emploi, bon, etc., etc. Tous les films qu'on fabrique, le hamster a un talent de cinéaste absolument extraordinaire pour fabriquer les scénarios catastrophes à cause de la tendance qu'a le cerveau. Ça, c'est aussi une tendance très importante à placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. C'est une tendance que le cerveau entretient depuis des millions d'années. Parce que pendant des millions d'années, il fallait détecter les menaces partout dans l'environnement pour assurer la survie. Quand on marchait dans la plaine, il fallait être alerte pour entendre le moindre bruit qui pourrait éventuellement être un prédateur, je ne sais pas quoi. Alors donc, on a développé cette tendance-là. On est conditionné à détecter les menaces et à placer l'attention sur les menaces. Alors, donc, le cerveau fabrique des films de toutes les menaces qui pourraient survenir à n'importe quelle pelure identitaire qu'on a construite au cours de notre vie, puis on en construit des centaines, des milliers. J'ouvre la télé, il y a un match de tennis, il y a deux joueurs que je ne connais pas, ça ne prend pas une minute que je me suis identifié à un des deux joueurs. Pour des raisons que j'ignore. Oui. Peut-être, mais je me suis identifié à lui. Et s'il gagne, je me sens bien. Et s'il perd, je me sens mal. C'est absolument fascinant, ce phénomène-là. Ouais. Alors donc, je fabrique des pelures identitaires comme ça, sans arrêt, toute la journée, etc. Et après, j'essaie de les défendre, j'essaie de les protéger, blablabla. Et je ne suis plus disponible, mon attention n'est plus disponible pour faire l'inventaire des pistes d'action, trouver des solutions, etc. Alors oui, observer le fait que mon cerveau fabrique des films et ramener mon attention dans le présent. Est-ce que j'ai un problème actuellement? Et si j'en ai un, quelles seraient les pistes d'action possibles? Mhm. Ah, ben, le dernier sujet, ben, justement, puisque l'ego, c'est comme un oignon. Ben, comme vous venez de dire, c'est euh, souvent, voilà, ouais, je vais avoir une voiture pour justement, Être unique, être spécial, qui va me oui, rendre voilà, différent. appartenir à un groupe, etc. Mais finalement, Voilà. si on enlève toutes ces couches-là, ben, qui nous sommes vraiment? Nous sommes ce qui en nous ne vieillit jamais. C'est ce que nous sommes, fondamentalement. Je suis la capacité que j'ai d'être présent, la capacité que j'ai de m'émerveiller, d'aimer, de savourer, de créer, de transmettre. Transmettre aussi, c'est une capacité qui vieillit jamais, d'apprendre. Je suis toutes ces capacités-là. Et pour que ces capacités-là puissent être à leur maximum, ou en tout cas fonctionnelles, il faut que mon attention soit disponible. Pour m'émerveiller, là, il faut que mon attention soit disponible. Je ne peux pas m'émerveiller en prenant un verre de vin si mon attention est accaparée par le hamster qui est en train d'accuser un collègue de travail
phrase qui a été prononcée 2 jours plus tôt, pour pouvoir m'émerveiller, savourer vraiment le vin que j'ai dans la bouche. Il faut que toute mon attention soit là. Alors, et ça c'est ce que je suis. Pour créer, là, si je veux créer, il faut que mon attention soit sur ce que je suis en train d'écrire, soit sur ce que je suis en train de peindre. Si je veux aimer, il faut que mon attention soit sur la relation que j'ai avec l'autre personne. Donc, tout se passe dans le jeu de l'attention. Et ce que je suis vraiment, c'est cette capacité que j'ai d'être là, d'être disponible pour la créativité, pour l'amour, pour savourer, pour m'émerveiller. C'est ça que je suis vraiment. Mais il y a cette fichue tendance à construire sans arrêt des pelures identitaires pour me donner l'impression d'être quelqu'un, d'exister, etc. Puis, bon, c'est un processus qui est là. Je ne peux pas l'enlever, là. Il est là. Et c'est juste de m'en rendre compte, d'être vigilant, de le constater. Je peux m'émerveiller dans un match de sport en m'identifiant à une équipe. Je peux avoir du plaisir à le faire. Je peux m'émerveiller devant les prouesses des joueurs, leur habileté. Mais si je me mets à vouloir frapper l'arbitre parce qu'il a pris une mauvaise décision, là, j'ai un problème. Oui. Je vous remercie énormément pour ce partage. En résumant, j'ai vraiment, ce livre m'a permis de comprendre l'ego. C'est rare de voir des livres justement sur ce sujet. Comment l'apaiser. Et finalement, c'est un cours, tout passe par développement personnel, on peut dire ça comme ça. On sait travailler sur soi, la vigilance et travailler ses sens. Et tout ça dans l'objectif, en étant aussi présent, le fameux être ici et maintenant, vivre ici et maintenant. Être ici maintenant à travers la vigilance qu'on peut développer et l'apaisement de l'écho. C'est aussi simple que ça. Être ici maintenant en apaisant l'écho, en développant la vigilance qui me permet d'utiliser au maximum mon potentiel. Capacité d'aimer, capacité de créer, capacité de m'émerveiller, etc., etc., etc. Une toute dernière question. D'où est venue l'idée du titre? Au Québec, le titre n'est pas le même qu'en France. Hein? Au Québec, ça s'appelle Pensouillard le hamster. Et en France, ça s'appelle On est foutu, on pense trop. Il y a une image du hamster sur la page couverture. Et l'image du hamster m'est venue d'une toute petite fille de 7 ans, la fille d'un de mes grands amis, chez qui j'étais allé dîner un soir. Et puis, c'est elle qui m'avait accueilli à la porte et m'avait dit « Serge, viens voir mon zoo. » Alors, j'étais étonné. J'ai dit « Ton zoo? » Elle dit « Oui, viens voir mon zoo. » Alors, j'avais suivi. Elle m'avait mis dans la porte de sa chambre. Et là, j'ai vu un hamster, un cochon d'Inde, des poissons, des oiseaux, un lézard. Il y avait tout ça dans sa chambre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un hamster dans sa roue qui courait. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'il court beaucoup comme ça? Elle dit, c'est incroyable. Il arrête presque jamais, puis il court surtout la nuit. Et là, j'ai fait, mais c'est ce qui se passe dans ma tête. Ça court, et je ne tire pas profit de cette course-là. Je ne tire pas des leçons de ce qui se passe dans ma tête Et là, j'essaie de comprendre ce qui se passait. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de cette espèce de tendance à vouloir toujours protéger l'ego et de passer à côté de ce que nous sommes vraiment. Alors, ça s'appelait Marianne. C'est Marianne qui m'a permis d'avoir cette image qui a donné naissance à Pensouillard le hamster, devenu On est foutu, on pense trop. Serge Marquis, merci beaucoup pour votre partage et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre accueil et votre présence. À bientôt. Merci. À bientôt.